Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo et je vais transpirer à grosses gouttes parce que maintenant que j'ai déménagé dans le sud, toute vidéo va être compliquée à tourner, mais bon, je vais continuer à produire du contenu. Et cette vidéo est la deuxième partie sur le problème difficile de la conscience, et aujourd'hui je vais vous présenter les différentes postures matérialistes que l'on peut adopter en philosophie de l'esprit face à ce problème difficile de la conscience. Je ne les aborderai pas toutes, puisqu'à chaque fois il y a des grandes catégories et il y a des sous-catégories face à ces problèmes. Et pour chaque grande catégorie, en général, je vais donner des exemples qui appartiennent à des sous-catégories, puisqu'il y a des grandes tendances pour répondre à ces problèmes, mais après, chacun y répond de manière plus spécifique. Toutefois, je pense que je vais vous présenter tout de même les théories les plus utilisées. Et pour cette vidéo, je vais principalement me baser sur le texte de Kammerer, qui se nomme Conscience et matière, que j'ai beaucoup utilisé pour la première vidéo, mais également pour la partie sur l'illusionnisme, je me suis beaucoup basée sur un texte de Frankish qui se nomme Illusionism as a Theory of Consciousness. Et pour rappel, dans cette vidéo, nous allons tenter d'expliquer et de répondre au gouffre épistémique, puisque ces théories ont pour but d'outrepasser ce gouffre épistémique. Donc qu'est-ce que le gouffre épistémique? Il s'agit d'un ensemble de très fortes intuitions que l'on a vis-à-vis de nos propres expériences phénoménales. Donc les expériences phénoménales, ce sont des expériences qui sont subjectives et qualitatives. Qu'est-ce que cela nous fait de ressentir telle ou telle chose? Comment on prend conscience de telle ou telle chose? Et ce gouffre épistémique nous amène à avoir un certain nombre d'intuitions sur ces expériences phénoménales, et notamment l'intuition que ces expériences phénoménales ne peuvent pas être expliquées par des explications qui seraient uniquement matérielles. Donc ces théories matérialistes ont pour but d'expliquer pourquoi nous avons ces intuitions. François Kammerer va nous présenter des stratégies qui font partie de la grande catégorie des stratégies épistémiques, qui sont des explications matérialistes. Et ces stratégies-là reconnaissent notre intuition, du fait qu'on a l'impression que nos expériences phénoménales sont plus que matérielles, mais considèrent qu'il s'agit d'une illusion de gouffre épistémique, qu'il n'y a pas un réel gouffre épistémique, qu'il s'agit d'une impression de gouffre épistémique. Ils reconnaissent que nous avons cette intuition-là, ces impressions-là, mais ils considèrent qu'il ne faut pas faire le pas entre les impressions du fait que nos expériences phénoménales sont plus que matérielles et en inférer une ontologie qui serait plus que matérielle. Ce n'est pas parce que nous avons cette impression-là, cette intuition-là, que dans les faits, la nature des expériences phénoménales est plus que matérielle. Le but de ces stratégies épistémiques n'est pas de démontrer directement que les expériences phénoménales sont matérielles, mais plutôt de passer par une autre voie, de démontrer que nos intuitions vis-à-vis des expériences phénoménales peuvent être expliquées uniquement de manière compatible avec le physicalisme. Ce qui nous permet de garder des explications qui sont compatibles avec d'autres sciences, qui sont également assez économes, et déjà d'arriver à démontrer que ces intuitions sont explicables uniquement de manière matérielle, c'est une grande avancée. Donc, en résumé, la stratégie épistémique doit répondre déjà à ce côté compatible avec le physicalisme. Toutes les explications doivent être compatibles avec le physicalisme, mais également elle doit répondre au gouffre épistémique et expliquer pourquoi nous avons cette intuition que nos expériences phénoménales vont au-delà du matériel. Bon, maintenant il va falloir s'accrocher puisque toutes ces théories sont assez difficiles à comprendre, et j'espère réussir à les transmettre de la manière la plus précise et non erronée, tout en restant dans le domaine de la vulgarisation. Déjà, il y a la stratégie de la référence directe. Déjà, il faut prendre en compte que toutes les théories des concepts phénoménaux s'articulent autour d'un certain fonctionnement. Il y a la manière dont les concepts phénoménaux font référence, donc faire référence, c'est-à-dire leur mode de présentation à leur référent, et un référent c'est ce à quoi renvoie une unité linguistique, c'est assez important. Par exemple, si nous nous intéressons au rouge, et bien comment ce concept phénoménal de rouge fait référence au rouge, c'est-à-dire la couleur qui est à la base de ce concept phénoménal. Dans le cas de la stratégie de la référence directe, le mode de présentation des concepts phénoménaux est direct. Il n'y a pas d'intermédiaire de contenu cognitif quel qu'il soit. Il n'y a aucun contenu cognitif associé, c'est comme s'il y avait votre concept phénoménal qui faisait directement référence au référent, mais sans aucun contenu cognitif, et ce concept phénoménal est totalement isolé du reste. Il est isolé du concept physique, par exemple si le rouge est devant vous, il est totalement isolé de ce concept-là, mais il est également isolé des autres concepts dans votre mental, puisqu'il n'y a aucun contenu cognitif associé. C'est
comme cela que cette théorie explique cette sensation de gouffre épistémique, puisque comme il n'y a aucune association à d'autres concepts, et bien c'est comme si ce concept était flottant dans votre esprit, ce concept de phénoménal, et donc pour vous, aucune explication matérielle n'est satisfaisante, puisque votre référence directe a fait que maintenant, lorsqu'on vous explique de manière rationnelle, matérielle, qu'est-ce qui fait que vous avez tel ou tel type d'expérience phénoménale, c'est insatisfaisant car cette expérience phénoménale est totalement isolée et ne semble liée à aucun contenu cognitif, ne semble pas non plus liée à la matérialité devant vous, d'où cette sensation et ces intuitions. Désormais, je vais aborder une sous-catégorie de la stratégie de la référence directe qui se nomme les concepts purement reconnitionnels. Donc déjà, pour comprendre ce que sont des concepts purement reconnitionnels, il faut comprendre ce qu'est qu'un concept reconnitionnel. Un concept reconnitionnel réfère à un objet grâce à une capacité de détection ou de recognition. Et je vais prendre l'exemple de l'expérience de pensée de Brian Loar. Imaginons que vous baladiez dans le désert et que vous croisiez un cactus. Vous n'avez jamais croisé de cactus de votre vie. Donc là, vous allez identifier ses épines, sa couleur, l'embranchement de ses branches, et cela va vous servir de fixeur de référence. Ensuite, vous continuez votre balade et vous croisez un autre cactus du même type. Eh bien, votre premier réflexe, ça va être de vous dire « Ah, un autre de ce type-là ». Et c'est ça, la recognition, c'est un certain nombre de caractéristiques qui ont été fixées dans votre esprit, et dès que vous croisez un autre objet de ce type, eh bien, vous allez reconnaître ces caractéristiques et donc le mettre dans la même case que ce premier cactus que vous avez croisé. Et c'est ce qui forme les concepts reconnitionnels. Les concepts purement reconnitionnels, quant à eux, peuvent effectuer des liens causaux entre le concept et le référent, mais il n'y aura jamais de fixeur de référence qui sera utilisé et il n'y a jamais de contenu cognitif associé. Donc ils se diffèrent négativement des concepts reconnitionnels par cette absence de concept cognitif associé, de contenu cognitif associé. Je vais prendre la citation de Peter Carruthers. Un concept est purement reconnitionnel lorsque rien dans la saisie de ce concept en tant que tel ne requiert que son utilisateur applique ou fasse appel à aucun autre concept ou croyance. Donc en résumé, le concept phénoménal fait directement référence au référent sans passer par une quelconque saisie cognitive, comme je l'avais dit précédemment pour cette stratégie de référence directe. Il s'agit d'un concept isolé des autres concepts et qui ne contient aucune description. Cette stratégie de référence directe est une stratégie qui est considérée comme pauvre cognitivement et qui s'oppose à d'autres stratégies qui sont considérées comme riches cognitivement. Bon là c'est logique qu'elle soit appelée pauvre cognitivement vu qu'elle ne fait appel à aucun contenu cognitif. Désormais je vais expliquer le gouffre épistémique grâce à cette théorie purement reconnitionnelle des concepts phénoménaux. Et donc pour vous donner des exemples plus concrets de concepts avec du contenu cognitif associé, de concepts sans contenu cognitif associé, je vais déjà prendre l'exemple du chat. Il y a un chat dans la pièce, et bien vous pouvez comprendre et dériver a priori le fait qu'il y a un chat dans la pièce parce que lorsque vous arrivez dans cette pièce, vous vous rendez compte qu'il y a une forme d'objet avec des propriétés X, d'autres propriétés Y, et en analysant toutes ces propriétés cognitivement, vous allez deviner a priori qu'il s'agit d'un chat. Parce que ces propriétés cognitives sont toutes associées au chat lorsque l'on assemble ces propriétés ensemble. Et de même, vous pouvez faire l'inverse, et si l'on vous dit il y a un chat dans la pièce, vous pouvez dériver a priori les propriétés qu'il s'agit d'un mammifère, qu'il s'agit d'un carnivore. Donc toutes ces propriétés peuvent vous aider à identifier ce qu'il y a dans cette pièce, et si l'on vous dit ce qu'il y a dans cette pièce, eh bien vous pouvez dériver quelles sont les caractéristiques de ce chat. Et ça, c'est lorsqu'il y a un concept avec du contenu cognitif associé, avec des petites boîtes et des propriétés qui sont associées à ce concept ou à cet objet. Désormais, je vais vous donner un exemple lié au concept purement reconnitionnel, donc sans contenu cognitif associé. Imaginons que vous êtes à table et vous mangez un morceau d'ananas. Et bien là, vous avez une expérience phénoménale particulière de ce que cela vous fait gustativement de manger ce morceau d'ananas. Et le fait de manger ce morceau d'ananas, ce n'est pas associé objectivement à des propriétés comme cela pouvait l'être pour le chat, où vous avez un certain nombre de propriétés qui sont dans votre contenu cognitif et que vous associez au chat.
Là, vous pouvez faire un ensemble de corrélations, de vous dire tiens, quand je mange un morceau d'ananas, ça a tendance à me piquer la langue par exemple, c'est une corrélation que vous faites, ou ça a tendance à me donner de nouveau le désir de manger un autre morceau d'ananas. C'est un certain nombre de corrélations que vous allez associer à cette expérience, mais cette expérience phénoménale demeure tout de même isolée du reste. Et la preuve en est que vous pouvez imaginer ressentir cette expérience phénoménale en mangeant autre chose, par exemple en mangeant une pomme et en ressentant cette expérience phénoménale que vous avez gustativement en mangeant un morceau d'ananas. Alors que vous ne pouvez pas, à l'inverse, imaginer avoir toutes les propriétés que vous associez au chat alors que ce n'est pas un chat, puisque justement c'est ce qui définit le concept de chat, donc vous ne pouvez pas imaginer cela. Alors que l'expérience phénoménale est isolée, on peut penser à cette expérience de manière isolée et la projeter sur d'autres objets de manière isolée. Et donc qu'est-ce qui explique ce gouffre épistémique dans la stratégie de référence directe? C'est le fait qu'il n'y a pas de possibilité de dérivation a priori du matériel aux expériences phénoménales et des expériences phénoménales au matériel, tout simplement parce que les expériences phénoménales sont des concepts isolés dans cette théorie, donc il n'y a pas de possibilité de dérivation, hormis par induction, mais selon cette théorie ce n'est pas suffisant pour accéder à l'essence même des choses. Et donc aussi nous n'avons accès que à nos propres expériences phénoménales et pas aux expériences phénoménales des autres. Par conséquent, cela nous donne une impression d'accès privilégié, ce qui explique aussi ce gouffre épistémique. C'est tout simplement parce que ces expériences phénoménales sont isolées de manière conceptuelle, donc cela nous donne l'impression qu'elles sont isolées dans la réalité, alors que c'est juste que nous n'avons pas accès aux mécanismes derrière, mécanismes qui existent tout de même. Désormais, nous allons passer aux critiques de ces théories sur les concepts phénoménaux. Donc là, il s'agit plus de critiques qui sont orientées vers la sous-théorie que je vous ai présentée, même si la plupart des critiques sont aussi valables sur la plupart des stratégies de référence directe. Et la première critique est liée au fait qu'il n'y ait pas de contenu cognitif associé. Les auteurs nous disent, mais dans ce cas, comment se fait-il que l'on peut expliquer nos intuitions? Ça veut dire qu'il y a bien un moment où on y associe du contenu cognitif. Et pourquoi sur le moment on ne pourrait pas y associer du contenu cognitif lorsque l'on ressent une expérience phénoménale, et après on pourrait tout de même poser des mots, comprendre certains concepts que l'on y associe par la suite pour les expliquer? Comment se fait-il qu'après on peut expliquer ces intuitions? C'est bien qu'il y a du contenu cognitif qui est associé à un moment ou à un autre. Une autre critique qui est faite, c'est une critique sur le fait que ces ressentis phénoménaux ne nous diraient rien sur leurs référents. S'ils ne nous disent rien sur leurs référents, alors pourquoi sommes-nous réticents à associer nos expériences phénoménales à du matériel? Pourquoi cela nous gêne? Si nous n'y associons rien, nous ne devrions rien ressentir face au fait d'associer nos expériences phénoménales à une explication physicaliste. Or là, si cela nous gêne, c'est que nous y associons tout de même autre chose. Une autre critique qui est faite est toujours liée au fait que cette théorie n'associe pas de concept cognitif, mais cela pose problème parce que comme ils considèrent que nous ne pouvons rien savoir sur le référent juste avec nos expériences phénoménales, cela va tout de même en contradiction avec justement l'importance de l'inductif dans nos raisonnements, et cette importance est mise sous le tapis alors que tout de même les sujets se trompent rarement. Lorsqu'ils considèrent que deux expériences sont différentes et donc correspondent à deux objets distincts, les individus se trompent rarement. Par exemple, lorsque j'ai une expérience phénoménale de rouge et après une expérience phénoménale de bleu et que je considère que cela réfère à deux choses différentes, à deux couleurs différentes, eh bien objectivement il est rare que je me trompe. Je peux me tromper parfois parce qu'il y a des lumières différentes, il y a des illusions d'optique, etc. Mais la plupart du temps au quotidien, je ne me trompe pas dans ces inférences. De même, lorsque je tombe et que j'ai mal à la jambe, eh bien il est rare qu'en réalité je me sois cassé le bras et pas la jambe. Ces inférences, ce fonctionnement par induction est tout de même assez efficace et cette théorie semble le mettre de côté, alors que tout de même dans notre appréciation du monde, ce fonctionnement par induction nous donne un certain nombre d'indices importants. Désormais, je vais passer à l'explication de la stratégie de l'autoréférence. Encore une stratégie complexe, mais que je vais essayer de simplifier un maximum. Donc cette stratégie, d'où son nom, le référent des expériences phénoménales n'est accessible qu'à travers les expériences phénoménales elles-mêmes.
Par exemple, lorsque vous pensez à votre expérience phénoménale de rouge, eh bien vous êtes obligé de passer par cette expérience phénoménale de rouge pour y penser. D'où le terme d'autoréférence, il s'agit comme d'une forme de mise en abîme. Si je veux accéder à des propriétés phénoménales, je suis obligée de passer par des propriétés phénoménales pour avoir accès à ces propriétés phénoménales. Ce qui pose problème et ce qui va expliquer par la suite le gouffre épistémique. Le contenu des concepts phénoménaux est assez particulier dans cette théorie et Loar le nomme mode de présentation non contingent. C'est-à-dire que la présentation se fait sans éléments contingents, sans éléments qui sont non essentiels à la nature de ces expériences phénoménales. Et ces expériences phénoménales sont par conséquent juste présentées à travers elles-mêmes, ce qui augmente cette non-distinction entre apparence et réalité. Tout simplement parce que comme les propriétés phénoménales passent par ces propriétés elles-mêmes, que le référent est inclus dedans, il n'y a pas d'erreur de code possible. Il y a nécessairement cette fusion entre apparence et réalité. Et nous avons notamment Sturgeon et Hill qui, dans leur théorie auto-évidentielle, considèrent que les expériences phénoménales ont la particularité de posséder un référent qui est identique à leurs conditions de justification. La preuve canonique est contenue dans l'expérience phénoménale elle-même. Et j'en avais un petit peu parlé dans la première vidéo d'introduction, mais prenons l'exemple de la douleur. Si je considère que le référent est dans mon expérience phénoménale de douleur, eh bien peu importe si dans les faits j'ai mal à une jambe qui n'existe même plus, cette expérience phénoménale est réelle et l'apparence et la réalité fusionnent. Alors que si on met le référent dans des propriétés matérielles, et bien dans ce cas on peut dissocier les deux. Donc tout dépend où est la preuve canonique, où est le référent, et si l'on prend ça en compte, eh bien il peut facilement y avoir une fusion entre apparence et réalité. Donc selon cette stratégie de l'autoréférence, c'est le fait que le référent soit contenu dans l'expérience phénoménale elle-même qui fait que nous avons cette indistinction entre apparence et réalité et que nos expériences phénoménales priment sur le reste, que l'on ne peut pas se tromper lorsque l'on ressent de la douleur. Désormais, je vais passer à la critique de cette stratégie de l'autoréférence et la première critique est liée à l'explication du contenu cognitif parce que cette théorie inclut un contenu cognitif contrairement à la théorie précédente, mais elle n'explique pas vraiment de manière adéquate comment est mis en place ce contenu cognitif, parce qu'elle considère que dans les référents, dans les concepts, il y a une explication qui est nécessairement physicaliste, puisqu'il s'agit d'une théorie qui s'inscrit dans le physicalisme, mais cela ne signifie pas que l'on passe d'un contenu physicaliste à un contenu cognitif. Cela ne nous explique pas comment de ce contenu physicaliste, le sujet va se créer un contenu cognitif. Une autre critique qui est faite est liée à une sous-catégorie de cette stratégie de l'autoréférence qui s'appelle la citation mentale, mais qui est un petit peu dans le même esprit. Et les critiques disent, mais dans ce cas, s'il y a cette mise en abîme là, le fait que le référent soit inclus dans l'expérience phénoménale, eh bien comment avons-nous accès au référent de manière cognitive? Comment avons-nous pu extraire ce référent pour que finalement il se retrouve dans cette expérience phénoménale? Puisque s'il est accessible cognitivement, ça veut dire qu'il a bien été extrait cognitivement à un moment ou à un autre. Et donc, que savons-nous de ce référent? Comment savons-nous qu'il s'agit d'un référent qui est par essence qualitatif? C'est un certain nombre de questions qui n'ont pas trouvé leur réponse. Bon, petit changement de tenue entre temps, et je vais rapprocher un petit peu Jean-Pierre, parce que j'aime beaucoup les basiliques, donc voilà, on va le mettre ici. Maintenant, je vais vous présenter la stratégie de l'illusion. Il s'agit quand même d'une stratégie qui paraît un petit peu étrange, voire carrément étrange, mais elle est quand même considérée de manière assez sérieuse par certaines personnes. Il y a l'illusionnisme fort et l'illusionnisme faible, qui sont assez différents, puisque l'illusionnisme fort considère que les expériences phénoménales en soi n'existent pas, qu'elles sont des illusions, que nous avons l'illusion qu'il s'agit d'expériences qualitatives, mais qu'en réalité, elles n'existent pas en tant que telles, elles n'existent pas en tant que ce que ça nous fait de ressentir telle ou telle chose. Et il y a l'illusionnisme faible qui n'est pas du tout pareil, même s'il s'appelle aussi illusionnisme, puisqu'il reconnaît les expériences phénoménales en tant qu'expériences qualitatives, mais il considère que nous n'avons pas un accès ineffable à ces expériences intrinsèques vraiment particuliers, mais plutôt que certaines caractéristiques de ces expériences phénoménales sont illusoires et qu'il faut avoir conscience de nos limites dans la perception de nos propres expériences qualitatives, nos propres expériences plutôt phénoménales. Les illusionnistes, comme
cassent un petit peu les pieds, ils sont là à chipoter, à inventer de nouvelles notions. Ils ont inventé la notion de quasi-phénoménalité pour remplacer les expériences phénoménales. La quasi-phénoménalité, c'est le fait d'avoir quelque chose qui nous semble être une expérience qualitative mais qui en réalité n'en est pas. Et donc ce qui est nommé ici, c'est cette impression d'avoir une expérience qualitative alors qu'en réalité il s'agit d'une expérience matérielle. Et donc à chaque fois que l'on a par exemple une expérience de rouge, c'est cette quasi-phénoménalité qui rentre en œuvre, c'est en quelque sorte l'illusion d'avoir une expérience qualitative, c'est ce qu'ils appellent quasi-phénoménalité. Mais le problème ici, c'est que c'est une notion qui a été mise en place par les illusionnistes forts et les illusionnistes faibles pour arriver à garder une posture qui est distanciée des illusionnistes forts, n'ont pas le choix de créer une notion qui est plus forte que la quasi-phénoménalité. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément réussi à créer cette notion-là, donc ils se distancient sur certains points, mais en même temps on n'arrive pas toujours à comprendre leur position par rapport à d'autres théories, puisque en soi, dès qu'on nuance un peu l'illusionnisme, eh bien cela peut vite se rapprocher de d'autres théories qui juste considèrent que oui, nos expériences phénoménales peuvent être en partie illusoires dans notre perception même du monde. Et c'est pour cela que je vais plutôt aborder la thèse forte de l'illusionnisme, parce que c'est celle qui est la plus soutenue de manière générale. Donc la quasi-phénoménalité, ce n'est pas une notion qui est phénoménale, c'est une notion qui est physique, mais qui instancie une introspection qui nous donne l'illusion d'avoir une expérience phénoménale. Par exemple, quand j'ai une expérience de quasi-phénoménalité de rouge, eh bien tout de suite il y a une instantiation physique de l'introspection qui amène à mon illusion d'avoir une expérience phénoménale de rouge. Bon, maintenant pour vous expliquer cette thèse qui est quand même plutôt contre-intuitive, je vais vous donner différents parallèles et exemples parce que c'est souvent ce qui est utilisé pour expliquer l'illusionnisme. Et notamment il y a l'illusion cinématographique qui est utilisée pour expliquer l'illusionnisme. Il s'agit, prenons l'exemple d'un enfant qui est devant une toile de cinéma qui présente des monstres qui courent. Eh bien l'enfant va peut-être croire que ces monstres sont réels, sont devant lui, alors qu'en réalité il s'agit d'une suite d'images saccadées, mais juste notre cerveau ne va pas assez rapidement pour se rendre compte qu'il s'agit d'images saccadées, qui va donner cette illusion-là. Mais sauf que l'enfant ne va pas forcément penser au fait qu'il s'agit d'un certain nombre d'images saccadées qui sont projetées sur une toile et qu'en réalité il ne s'agit pas de personnages qui sont devant lui. Donc voilà, c'est l'exemple cinématographique. Après nous avons d'autres exemples, par exemple la magie. Lorsqu'on vous présente un tour de magie, eh bien vous avez ce qu'il y a devant vous qui vous paraît surnaturel, mais il y a toujours l'arrière de la scène, les trucages, toute la mise en scène à laquelle nous n'avons pas accès. Et si l'on s'intéresse aux couleurs, c'est la même chose, c'est-à-dire que par exemple s'il y a un papillon devant moi, eh bien le papillon n'est pas orange en soi, mais c'est plus le fait qu'il y a certaines longueurs d'onde qui vont frapper sur ses ailes et se réfléchir avec une certaine orientation des écailles qui sont présentes sur ses ailes, qui vont arriver à ma rétine, et j'ai une rétine qui est constituée d'une certaine manière, puis qui est connectée à mon cerveau qui a certains moyens d'analyse plutôt que d'autres. Il y a certaines personnes qui sont daltoniennes aussi. Il y a un grand nombre de choses qui vont rentrer en compte, et ce qui fait que le papillon n'est pas orange en soi, mais c'est un certain nombre de circonstances physiques qui font que j'ai l'impression qu'il est orange et cela me fait un certain effet que je lui associe. Et puis il y a deux types d'erreurs qui peuvent être attribuées, ce qui nous fait nommer par exemple un illusionnisme extérieur et un illusionnisme intérieur. Par exemple, lorsque je parle du papillon, il s'agit d'un problème d'attribution extérieure. J'attribue ce que je ressens vis-à-vis du orange que je perçois sur ce papillon à une propriété des surfaces. De même, lorsque j'ai l'impression que j'ai mal à la jambe, j'attribue ce que je ressens à un problème matériel lié à ma jambe. Et puis après, il y a un illusionnisme plus de l'intérieur, qui est que j'ai l'impression d'avoir accès de manière privilégiée et exacte à tous mes ressentis, alors que ce n'est pas forcément le cas. Pourquoi je me tromperais parfois pour l'extérieur et que j'arriverais à l'admettre, alors que pour mes propres expériences internes, comme il n'y a pas trop de points de comparaison, et bien dans ce cas j'ai l'impression qu'il y a une forme de toute-puissance dans mes ressentis et que c'est forcément exact.
Parce que par exemple, pour les erreurs extérieures, il y a des points de comparaison. Lorsqu'on vous explique une illusion d'optique, vous êtes prêt à accepter que vous vous êtes trompé. Alors que concernant vos propres ressentis internes, il n'y a pas de point de comparaison. Donc il y a une autorité suprême concernant vos propres ressentis internes que les illusionnistes remettent en question. Et par exemple, Daniel Dennett faisait la comparaison avec un conteur, l'autorité d'un conteur sur ses propres histoires. Oui, d'accord, le conteur a inventé son histoire, donc il a l'impression de tout maîtriser de A à Z, mais il s'agit tout de même d'une histoire qu'il sait raconter. Il y a différentes critiques qui ont été formulées à l'encontre de l'illusionnisme, et la première est vraiment liée à la notion même d'illusion, puisque lorsqu'il y a illusion, il y a une réalité sous-jacente qui a mal été perçue, qui a été erronée. Mais dans ce cas, quelle est cette réalité sous-jacente? Que sommes-nous censés percevoir ou non percevoir? Il n'y a pas de remplacement qui est fait, il y a juste vos expériences phénoménales sont des illusions, et voilà, il n'y a pas de réalité sous-jacente qui nous expliquerait ce que nous serions censés percevoir s'il n'y avait pas ces illusions, ou alors peut-être que nous serions censés ne rien percevoir. Dans tous les cas, ils considèrent qu'il n'y a pas d'effet que cela fait, donc là, ils ne vont pas remplacer un effet que cela fait par un autre effet que cela fait, mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il y a derrière ces expériences phénoménales? Et cela rejoint le deuxième point, qui est comment ces expériences phénoménales sont construites à partir du matériel, à partir de la réalité derrière, comment il y a cette construction de cette illusion. Et malheureusement, les illusionnistes ont assez mal détaillé ce processus. Et le dernier point concerne la tromperie, puisque s'il y a illusion, il y a tromperie, dans ce cas sur la réalité des choses, mais si l'expérience subjective elle-même est une illusion, qui est trompé? Si nos expériences phénoménales elles-mêmes sont des illusions, qui est trompé? Puisque l'entièreté de nos ressentis en tant que l'effet que cela fait est une illusion. Mais dans ce cas, est-ce qu'il y a vraiment tromperie? Puisque si l'entièreté est une illusion et que c'est notre propre référentiel, on va pas considérer qu'il y a tromperie puisqu'il n'y aura rien pour le remplacer entre guillemets. Donc le terme d'illusion, de tromperie concernant une expérience subjective comme les expériences phénoménales ne semble pas adapté pour un certain nombre d'auteurs. Voilà, je vous ai présenté les courants principaux matérialistes qui répondent à cette question du problème difficile de la conscience, mais je voulais tout de même émettre certaines critiques vis-à-vis des textes que j'ai lus sur la théorie de l'esprit, puisque j'en ai lu un certain nombre, et j'ai l'impression qu'il y a des mécanismes qui reviennent, comme le fait de ne pas citer d'études en neurosciences, que ce soit assez peu le cas. C'est comme si les recherches en philosophie de l'esprit étaient un peu isolées, et certes je sais que ces personnes-là s'inspirent d'études en neurosciences, se renseignent sur ce sujet, mais je trouve que dans leurs textes on a du mal à faire des liens avec des études en psychologie cognitive, en neurosciences, etc. Et que c'est comme si ces théories étaient totalement isolées avec des concepts linguistiques bien particuliers, et je trouve ça assez dommage. Parce que j'ai l'impression que comme sur beaucoup de sujets en philosophie, les philosophes s'inspirent un peu de l'état de l'art dans les sciences, notamment en philosophie de l'esprit, mais que l'inverse n'est pas forcément vrai. L'inverse, les neuroscientifiques, pour la plupart, n'en ont un peu rien à faire de ces publications-là, tracent leur route, avancent, et en même temps ils ont bien raison, hein, ils ont leur projet, il y a déjà beaucoup à faire en neurosciences, donc ils vont pas forcément s'intéresser à ce type de publication et de recherche. Mais encore une fois, on se dit, mais est-ce que la philosophie de l'esprit permet vraiment de faire avancer la question ? J'ai l'impression quand même que ça répond à certaines questions, mais d'un autre côté, si on souhaite des réponses matérialistes, c'est sûr que c'est à travers les neurosciences qu'on va avoir la plupart des réponses qui vont nous être apportées. Et aussi, j'ai l'impression que parfois les termes qui sont utilisés portent un peu à confusion. Parfois je vois les termes de contenu cognitif par exemple, j'ai un peu du mal à savoir ce que ça veut dire pour des philosophes des sciences. Est-ce que c'est la même chose que pour des personnes qui travaillent en neuro ou en psychocognitif, parce que parfois j'ai l'impression que c'était pas vraiment utilisé de la même manière. Et pour finir, je dirais que les théories que j'ai présentées sont quand même beaucoup basées sur du jargon linguistique, et ça les rend beaucoup plus hermétiques aux neurosciences, à la psychocognitive, parce que le vocabulaire est totalement différent, et si on veut se pencher sur l'un des domaines, eh bien c'est tout un nouveau vocabulaire à apprendre et à bien comprendre. Mais en même temps, ce vocabulaire est nécessaire à la construction de ces théories, puisque la théorie est vraiment basée sur des mots très précis qui sont utilisés.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que peut-être que ça vous permettra de connaître un peu plus les positions pour vous-même vous positionner ou pour au moins connaître ce qui existe en termes de théorie matérialiste. Je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.